Andez à quoi c'est deux. Bonjour et bienvenue à la cérémonie de lancement du projet de renforcement des capacités du ministère des Affaires sociales et du Travail pour le renforcement du Comité national de lutte contre la traite des personnes. Le comité est composé comme suit. Un représentant du ministère des Affaires sociales et du Travail, président. Un représentant du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, premier vice-président. Un représentant du ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes, deuxième vice-président. Un représentant du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, secrétaire. Un représentant du ministère des Affaires étrangères et des cultes, membre. Un représentant du ministère de la Santé publique et de la population, membre. Un représentant du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, membre. Un représentant de l'Institut du bien-être social et de recherche, membre. Un représentant de l'Office national des migrations, ONM, membre. Deux représentants des organisations des droits de l'homme engagés dans la lutte contre la traite des personnes, conseillers. Un représentant de l'Office de la protection du citoyen, OPC, observateur. L'article 3.1 précise que les membres du comité sont nommés par arrêté présidentiel. En effet, le Comité national de lutte contre la traite des personnes a été institué par l'arrêté présidentiel en date du 12 août 2015, suite à la publication de la loi du 30 avril 2014 sur la lutte contre la traite des personnes. La loi du 30 avril 2014 définit ainsi la traite des personnes. Article 1.1. L'expression traite des personnes désigne le recrutement, le transport, l'hébergement ou l'accueil de personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, par la fraude, la tromperie, par abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre à des fins d'exploitation. L'exploitation doit inclure, au minimum, le travail forcé ou la servitude, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou le proxénétisme, la pornographie ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le mariage forcé ou à des fins d'exploitation, la mendicité forcée, le prélèvement d'organes ou de tissus et l'adoption réalisée à des fins d'exploitation telles que définies dans la présente loi. La loi exige désormais le développement de programmes de prévention,
de protection et de coordination contre la traite des personnes avec un accent particulier sur l'assistance aux victimes. Elle traite également des incriminations, des sanctions et des responsabilités. Sur ce point, le Comité national de lutte contre la traite des personnes trouve important de souligner toute personne reconnue coupable de la traite des personnes commet un crime. Ces résultats ont été obtenus par l'entremise de la coopération internationale, notamment avec l'USAID, l'Union européenne, l'Organisation internationale du travail. Mais au cours de ces 9 années, il manquait quelque chose. Il manquait un engagement plus marqué de la part de l'État haïtien, car avant tout, Haïti est leader de la lutte contre l'esclavage dans le monde. Il manquait le support financier de l'État haïtien. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Haïti en général et pour le Comité national de lutte contre la traite des personnes en particulier. Ce jour est marqué par l'engagement du gouvernement à financer les activités de lutte contre la traite des personnes à travers le pays. C'est un pas important, très important, dans la conquête de notre dignité, particulièrement celle des groupes les plus vulnérables à la traite, les femmes et les enfants. Mesdames, Messieurs, les défis à relever sont énormes, mais nous n'entendons pas céder du terrain aux trafiquants. Jamais. Ainsi, nous tenons à remercier tous nos partenaires, particulièrement l'ambassade des États-Unis en Haïti, la USAID, l'Organisation internationale pour les migrations OIM et l'Union européenne, l'Organisation internationale du travail, qui ont grandement accompagné le Comité national de lutte contre la traite des personnes dans l'exécution de ses attributions. Le lancement du projet aujourd'hui, sous le haut patronage de la primature et le leadership responsable du ministre des Affaires sociales et du Travail, apportera sans l'ombre d'un doute de l'énergie nécessaire aux 4 piliers de l'édifice du comité, à savoir la prévention de la traite des personnes, la protection des victimes, la poursuite des auteurs, co-auteurs et complices, le partenariat entre les acteurs nationaux et internationaux impliqués dans la lutte. Normalement, il s'agit d'un projet de 75 millions de goudes repartis sur 2 ans, septembre 2022, septembre 2023 et septembre 2023, septembre 2024 et financés complètement avec des fonds du Trésor public. Monsieur le ministre de la Société civile et Travail, Madame la ministre ad intérim de Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le Président de la CNLTP, Messieurs, Mesdames, les autres membres du gouvernement et représentants des institutions d'État ici présents, les autres membres de la CNLTP, chers collègues du corps diplomatique,
collègues des organisations internationales, représentants de la société civile et bien sûr, messieurs, dames, les représentants de presse et tout autre protocole requis observé. Merci de m'avoir invité à vous adresser aujourd'hui à cet important événement solennel de lancement du projet du ministre des Affaires sociales et du Travail visant à renforcer la capacité de la Comité national de lutte contre la traite des personnes, à mettre en œuvre un plan d'action d'Haïti pour combattre la traite des personnes, tenir responsables les trafiquants et améliorer les conditions auxquelles sont confrontées les victimes. Je suis heureux d'être joint aujourd'hui par son Excellence le Premier ministre, le ministère des Affaires sociales et le ministre de la Justice, ainsi que la grande variété d'organisations et autres organisations du gouvernement et de la société civile haïtienne présente, toutes unies pour soutenir la lutte contre la traite des personnes ici en Haïti. Je suis certain que cette cérémonie d'ouverture et l'atelier qui suivra mettront Haïti sur une bonne voie pour atteindre les objectifs au profit des victimes de la traite. Mettre fin à la traite des personnes est une priorité pour les États-Unis, en Haïti et partout au monde. Un fait établi et protégé par notre loi aux États-Unis sur la protection des victimes de la traite de 2002 et votre loi sur la lutte contre la traite des personnes de 2014. Nos deux pays doivent veiller à respecter nos obligations légales en vertu de ces lois qui ont été créées dans l'intérêt des victimes de la traite. Je félicite fortement les efforts du gouvernement d'Haïti au cours des dernières semaines. Ces efforts seront pris bien en compte pour le reclassement du rapport de 2023, le rapport américain bien sûr, sur la traite des personnes pour Haïti, qui sera annoncé plus tard cette année. Spécifiquement, je voudrais féliciter l'effort des ministères des Affaires sociales à financer le comité anti-traite, l'effort de la ministère de la Justice et Institut de bien-être et de recherche à cataloguer les statuts de tous les cas de traite de personnes actuellement connus, et l'effort du comité anti-traite à répondre pleinement à notre questionnaire annuellement, recueillant des informations pour notre rapport de cette année. On a beaucoup apprécié les efforts fournis. Je note aussi le grand effort de la comité anti-traite, la PNH bien sûr, la Fondation Yeux-Clair et autres à mener une opération au club La Mansion de Péguiville qui a conduit à l'arrestation du principal trafiquant en août de l'année dernière. Je remercie en particulier le Premier ministre et son bureau de leur soutien à tous les efforts qui nous ont menés ici aujourd'hui. Ce ne sont là que quelques exemples parmi une longue liste d'efforts. Nous espérons que tous ces efforts apportent justice et guérison aux victimes de la traite et inspirera d'autres victimes à cesser de souffrir en silence et se manifester en toute confiance pour recevoir le soutien de leur gouvernement et les autres organisations ici présentes qui assistent de telles personnes. Donc, pendant que nous faisions une pause pour réfléchir et remercier les groupes qui ont réalisé des grands progrès dans les derniers temps, au cours des dernières semaines, nous ne devons pas oublier que ces efforts ne représentent que le début. Nous recommandons au gouvernement d'Haïti de mettre en œuvre et grandir ces efforts l'année prochaine pour renforcer ces progrès et leur durabilité. Maintenant, avec les moyens pour réaliser des activités, nous sommes enthousiastes de voir le comité anti-traite démontrer sa capacité de coordonner et assurer la livraison des résultats pour les victimes de la traite. Et ça veut dire que tout notre gouvernement installé à l'ambassade sera là à continuer côte à côte à essayer d'assister, avec nos partenaires bien sûr. Aider les victimes est une noble ambition qui demande le soutien de tout le gouvernement haïtien et vraiment tout le monde. Le gouvernement américain, à travers l'ambassade à Port-au-Prince, continuera côte à côte à marcher avec le gouvernement haïtien alors qu'il réalise cette ambition. Napkembe, ensemble, nous qu'à lutter contre Fléosa. Merci en pile de votre attention. Bonne continuation. Excellence, Premier ministre, Dr. Ariel Henry, collègues ministres, secrétaire général du Conseil des ministres,
Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs représentants du Haut Commandement de la Police nationale d'Haïti, présidents et membres du Comité national de lutte contre la traite des personnes, Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs représentants des universités, Mesdames, Messieurs représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs représentants de la presse parlée, télévisée, écrite et en ligne, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, distingués invités. Depuis plus de 10 ans, le ministère des Affaires sociales et du Travail, à travers l'unité d'études et de programmation que j'ai eu le privilège de diriger, ne cesse de travailler à l'atteinte intégrale et au respect des droits économiques et culturels des Haïtiens. Après l'adoption de la politique nationale de protection et de promotion sociale, PNPPS, il se donne un cadre référentiel d'intervention pour lutter contre les pires formes de dégradation de la dignité humaine. En effet, la cérémonie de ce matin participe aux efforts de redressement, sinon d'éradication des inégalités sociales et des violations des droits fondamentaux des victimes de la traite des personnes. Ainsi, je me réjouis aujourd'hui d'être l'un des principaux acteurs à placer réellement dans les agendas de l'État 9 ans après la mise en place du Comité national de lutte contre la traite des personnes grâce au projet de renforcement de cette institution. En ce sens, je me tiens à remercier et à féliciter tous les membres du comité qui, malgré les conditions de travail précaires, ont pu tenir et assumer cette lourde responsabilité. Aujourd'hui, avec les grandes mutations en cours dans le monde, la mobilité des populations devient de plus en plus considérable, car, selon le département des affaires économiques et sociales de l'ONU, le nombre de personnes vivant en dehors de leur pays de naissance ou de citoyenneté a atteint 281 millions en 2020, contre 221 en 2010 et 173 millions en 2020. Preuve que c'est un phénomène en expansion. De même, le nombre de migrants internationaux a augmenté le plus rapidement que la population mondiale. La part des migrants internationaux au sein de la population totale est passée de 2,8% en 2000 à 3,2% en 2010 et 3,6% en 2020. Dans beaucoup de cas, ces migrants se retrouvent en situation de forte et multiple vulnérabilité, dont principalement la traite des personnes. Devant une telle situation, il est impératif d'agir ensemble pour leur fournir l'assistance et la protection appropriées. Mesdames, Messieurs, d'une manière générale, la traite des personnes est l'une des pires formes de violation des droits humains
et est également comprise comme le processus par lequel les personnes sont placées ou maintenues en situation d'exploitation à des fins économiques. Elle mérite d'être combattue avec force et rigueur en vue de rétablir les victimes dans leur dignité. L'adoption en 2020 du protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Elle a constitué un véritable tournant en la matière. Cette résolution a permis de concevoir la thématique à travers une dimension beaucoup plus étendue, vers un ensemble de services vitaux tels le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement et l'accueil des personnes pour éviter l'exposition des gens à des enlèvements, fraudes, tromperies, abus d'autorité ou à une situation de vulnérabilité quelconque, la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. Mesdames, Messieurs, en Haïti, comme tant d'autres pays, la traite des personnes est très courante et d'autant qu'on avait combattu l'esclavage au XIXe siècle, ainsi nous devons aujourd'hui combattre la traite des personnes qui représente un handicap majeur au développement national. Elle se manifeste par la servitude domestique ou le travail forcé des hommes ou des femmes, des enfants, à l'instar du phénomène de Restavek courant en Haïti. De plus, la publication de la loi du 30 avril 2014 sur la lutte contre la traite des personnes constitue l'un des instruments juridiques efficaces pouvant contribuer à combattre ce fléau en prévoyant un organisme intersectoriel sous la présidence du ministère des Affaires sociales et du Travail, comité de lutte contre la traite des personnes. L'État haïtien veut aller de l'avant dans ce grand combat en vue de protéger tous les êtres humains se trouvant dans le pays tout en garantissant le respect de leurs droits fondamentaux. Conscient des défis qui restent encore à relever, le gouvernement haïtien, sous le leadership éclairé du Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, a pris les dispositions d'accompagner le ministère des Affaires sociales et du Travail en octroyant, malgré les maigres moyens, les maigres ressources de l'État, des crédits afin de renforcer ce comité. À ces mots, je crois qu'il est important de remercier au nom du comité le chef de gouvernement pour ses efforts, car c'est pour la première fois de son existence, le comité a bénéficié du financement direct à travers le budget de la République. Je formule le vœu à ce que le comité puisse l'utiliser de manière rationnelle et efficace afin de répondre favorablement à sa mission à travers la loi du 30 avril 2014. Aujourd'hui, il est tout à fait honnête de renouveler notre gratitude aux institutions
qui ont apporté leur soutien au comité à date. Je vais citer l'Organisation internationale de la migration, USAID à travers la Fondation Lumos, l'OIT, la USAID et l'Union européenne. Mesdames, Messieurs, la lutte contre la traite des personnes doit être un combat constant parce que les trafiquants qui opèrent dans ce type de commerce illicite sont extrêmement puissants. Ils se positionnent dans des réseaux nationaux et internationaux fortement structurés et très réactifs. D'où la nécessité de développer des partenariats efficaces et des actions communes pour contrer cette pratique. Il importe donc d'éradiquer ce fléau à caractère national et transnational et de mettre terme aux abus de toutes sortes et à l'exploitation qui en résulte. L'organisation de cette cérémonie officielle de lancement du projet de renforcement du comité national de la lutte contre la traite des personnes montre clairement l'intérêt du gouvernement de se mettre aux côtés des enfants, des femmes et des hommes victimes de la traite des personnes sous quelle que soit la forme dont ils en sont assujettis. La traite des personnes est un crime odieux qui se nourrit des inégalités, de l'instabilité et des conflits. Les trafiquants exploitent l'espoir et la détresse des vulnérables et s'attaquent aux plus démunis en les privant de leurs droits fondamentaux. En présence de cette auguste assemblée, sous le leadership du Premier ministre, nous réitérons notre volonté de contribuer dans la lutte contre la traite des personnes. Nous nous convions tous à nous rassembler autour des questions fondamentales que sont la prévention, la protection et les poursuites afin de construire un avenir où ce crime n'existera plus. Merci de votre attention. L'événement qui nous réunit aujourd'hui figure parmi les combats que le gouvernement que je dirige mène pour la jouissance des droits universellement reconnus et garantis tant par les instruments nationaux, régionaux et qu'internationaux. Il s'agit de la lutte contre le phénomène inhumain de la traite des personnes. En effet, l'activité de lancement du projet baptisé « Renforcement des capacités d'intervention du ministère des Affaires sociales et du Travail dans la mise en place du Comité national de lutte contre la traite des personnes » s'inscrit dans la lignée de mes préoccupations concernant les droits de l'homme en général et la traite des personnes en particulier. Il ne faut pas avoir peur d'affirmer que la traite des personnes est une forme moderne d'esclavage, une violation grave des droits de l'homme. Au regard de nombreuses études de l'Organisation des Nations Unies, cette pratique est une forme de crime organisé, à la fois national et transnational, affectant de nombreux pays et régions dans le monde. Donc, Haïti ne peut en aucun cas se soustraire à ce combat, d'autant plus que notre nation est pionnière dans l'hémisphère en matière d'abolition de l'esclavage. Il est à déplorer que, malgré les normes juridiques nationales et internationales de protection en la matière, des hommes, des femmes et surtout des enfants sont exploités dans notre pays par des groupes hautement organisés et spécialisés
de la migration irrégulière et la traite des personnes, entre autres. Mon gouvernement est conscient de ce problème et s'engage à travailler à l'éradication de ce fléau. Mesdames, Messieurs, à bien des égards, la traite des êtres humains représente un phénomène de plus en plus préoccupant à travers le monde en général et dans les pays du Sud en particulier. Selon les estimations mondiales de la Fondation Walk Free et de l'Organisation internationale du travail en 2016, plus de 25 millions de personnes sont victimes de la traite des êtres humains dans le monde et le dénombrement des victimes, selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, montre que 51% sont des femmes, 21% des hommes, 20% des filles et 8% des garçons. Parmi ces personnes, 45% ont été victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle et 38% des travaux forcés. Les femmes, les enfants constituent le pourcentage le plus élevé des victimes de la traite des personnes sur l'ensemble de la planète. Durant ces dernières années, le nombre de victimes ne cesse de croître. Il s'agit d'un horrible fléau qui sème le désespoir et le deuil au sein des familles et auprès des catégories les plus vulnérables de la population mondiale. Haïti est malheureusement reconnu, selon plusieurs rapports, comme l'un des pays d'origine, de transit et de destination de la traite et du trafic des êtres humains. Ceci constitue un obstacle de taille à la construction d'un État de droit. Fort de ce constat, l'éradication de ce phénomène, que ce soit au sein de la cellule familiale ou au niveau de la sphère sociale, impose une réponse concertée, coordonnée, structurée, qui transcende les clivages stériles auxquels nous sommes malheureusement habitués. Autant dire que pour enrayer ce fléau, le premier pas réside avant tout dans l'éducation de la population. Cela facilitera une identification nette du phénomène par la société tout entière. Cela étant dit, le lancement du projet de renforcement de la capacité du ministère des Affaires sociales et du Travail pour la mise en place du Comité national de lutte contre le trafic des personnes, suivi d'un atelier de sensibilisation, d'information et d'échange avec les secteurs impliqués dans la lutte contre le trafic des personnes, est une marque montrant que nous prenons la bonne direction. Le gouvernement entend faire de ce dossier l'une de ses priorités et prendra des mesures coercitives afin d'éradiquer cette pratique déshumanisante dans notre milieu. Nous réaffirmons donc notre volonté de la combattre sous toutes ses formes et sur tous les fronts. La persistance de ces pratiques est une menace pour notre démocratie. Je tiens à rappeler que l'État haïtien a toujours accordé une importance particulière à cette question. En l'an 2000, nous avons ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Et en mars 2009, nous avons aussi adopté 3 protocoles additionnels, dont le deuxième vise à prévenir,
à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La publication de la loi du 30 avril 2014 sur la traite des personnes et la nomination en 2015 du premier comité de lutte contre la traite des personnes, à laquelle j'ai participé personnellement. J'ai aussi participé à la désignation de son premier président. C'est pour vous dire l'intérêt que j'accorde à ce comité national de lutte contre la traite des personnes. Aujourd'hui encore, le gouvernement réitère sa volonté inconditionnelle et inébranlable de soutenir ce comité national en vue de lui permettre de remplir sa mission. Ainsi, pour l'exercice fiscal 2022-2023, nous avons affecté au budget du ministère des Affaires sociales et du Travail une ligne budgétaire dans le but de renforcer l'opérationnalisation du comité. Nous maintiendrons cette ligne budgétaire dans notre prochain budget. Pour atteindre les résultats escomptés dans le cadre de ce projet, nous recommandons au Comité national de lutte contre la traite des personnes, à travers le ministère des Affaires sociales et du Travail, d'être vigilant et de tenir compte des 4 axes d'action suivantes. Prévenir le phénomène de la traite des personnes sur tout le territoire national en privilégiant la sensibilisation du public, protéger les victimes et les victimes potentielles de ce crime en leur fournissant une assistance que nécessite leur cas, poursuivre les auteurs, les co-auteurs et complices des crimes de traite des personnes. Et pour ce faire, il faudra développer une synergie avec les acteurs du système judiciaire, parce que trop souvent, les trafiquants agissent en toute impunité et leurs crimes sont loin de mobiliser l'attention nécessaire quant à l'énormité de leur forfait. Enfin, développer des partenariats avec les institutions nationales et internationales œuvrant dans ce domaine pour mieux affronter ce phénomène criminel. En effet, une collaboration plus étroite entre les États signataires de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par notre pays, peut se traduire par une coopération transnationale renforcée et un dialogue ouvert, continu, pour un meilleur partage d'informations, ce dans la perspective d'obtenir des résultats probants à l'échelle nationale. Mesdames, Messieurs, la traite des personnes où l'être humain est traité comme une marchandise constitue un affront aux droits humains, une atteinte grave à la dignité de la personne. Au niveau mondial, elle est, avec le trafic de la drogue et la contrefaçon, l'un des trafics les plus rentables, avec un chiffre d'affaires annuel estimé à environ 32 milliards de dollars. Donc, c'est l'un des trafics les plus répandus sur la planète. Exploitation sexuelle, travail forcé, servitude, enlèvement à des fins de prostitution non consentie, viol, etc. La liste des atrocités commises de façon manifeste est malheureusement longue. Mon gouvernement encourage vivement les États à s'impliquer dans cette lutte. Il est de notre devoir, il est de notre intérêt
de mettre fin à cette pratique inhumaine, dégradante, cauchemardesque. Nous devons travailler ensemble, partager les informations, nous responsabiliser mutuellement et pratiquer l'entraide judiciaire. Ainsi, nous arriverons à démanteler les réseaux de trafiquants de notre pays et partout ailleurs, puisque c'est une activité multiforme et qui ignore les frontières. C'est aussi la meilleure façon de libérer les enfants, les femmes et les hommes en situation d'exploitation due à la traite des personnes et d'épargner les populations vulnérables aux assauts des trafiquants. Tant que nous accepterons cette culture de l'impunité, nous manquerons à nos obligations à l'égard de chacune des victimes que nous nous devons d'aider. Il nous faut redoubler d'efforts pour améliorer la prévention et renforcer les enquêtes et les poursuites, tout en veillant à offrir une meilleure protection aux victimes. Conjuguons nos efforts pour obtenir des résultats significatifs dans la lutte contre la traite des personnes. C'est dans cet objectif que je lance aujourd'hui les travaux du projet intitulé « Renforcement des capacités d'intervention du ministère des Affaires sociales et du Travail dans la mise en place du Comité national de lutte contre la traite des personnes. » Merci pour votre engagement dans cette bataille. Andé à quoi c'est deux. Messieurs, je m'adresse à vous aujourd'hui, ayant tout récemment entamé mes nouvelles fonctions en tant que représentante spéciale pour Haïti et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Cette position m'honore comme elle m'oblige. Bien que n'étant arrivé en Haïti que depuis dimanche, je mesure déjà la responsabilité qui m'incombe, les défis majeurs auxquels nous faisons face ensemble, mais aussi les opportunités immenses qu'offre ce très beau pays. Dès aujourd'hui, je tiens à affirmer mon engagement total et entier afin d'assurer la mise en place effective du mandat de BINU et amener Haïti vers la paix et la prospérité. Mesdames, Messieurs, le cadre de coopération qu'on signe aujourd'hui démontre la relation solide entre les Nations Unies et les gouvernements. Je salue le travail considérable effectué par tous les partenaires afin d'aboutir à ce document ambitieux et nécessaire. Et j'apprécie la recherche systématique de synergie entre les priorités telles qu'identifiées dans le document par le gouvernement et nos partenaires et les différents mandats des agences des Nations Unies, y compris BINU. Le cadre de coopération nous montre désormais la voie à suivre pour les 5 prochaines années. Comme chaque partenaire de mise en place, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti s'engage aujourd'hui à accomplir sa part de travail. Le succès d'Haïti passera en effet par le succès du mandat de BINU et la mise en place effective de ce cadre de coopération et vice-versa. Il ne peut y avoir des progrès en matière de gouvernance et de justice sans garantir les droits humains de toutes et tous. Il est impossible de renforcer les institutions démocratiques sans stabilité politique. Nous ne pouvons appuyer un dialogue national inclusif entre Haïtiens
sans garantir l'égalité des genres et la participation et l'autonomisation des femmes. Pendant les 5 prochaines années, nos activités contribueront à créer les conditions nécessaires au développement durable dans le pays. BINU sera particulièrement engagé à renforcer notre approche commune basée sur l'appui mutuel entre la paix, la sécurité et la stabilité. À travers notre appui en conseil et nos bons offices, BINU travaillera main dans la main avec l'équipe pays, les gouvernements et nos partenaires nationaux et internationaux afin de renforcer la stabilité politique et la bonne gouvernance, protéger et promouvoir les droits humains et préserver un environnement pacifique et stable. Mesdames, Messieurs, depuis mon arrivée dans le pays, j'ai pu rencontrer de représentants de la société civile, notamment des femmes, qui m'ont fait part de leurs préoccupations, mais aussi de leurs peurs et surtout de leur espoir. L'événement d'aujourd'hui doit être le reflet de l'ambition de ces femmes et ces hommes qui souhaitent simplement vivre sans crainte et offrir aux générations futures un meilleur avenir. Notre cadre de coopération est une feuille de route vers une Haïti plus prospère, juste et stable. Ensemble, effectuons ce chemin afin de ne plus laisser personne pour compte. Je vous remercie. Je suis honorée de vous accueillir pour cette cérémonie de signature de plan cadre de coopération des Nations Unies en Haïti pour la période 2023-2027. Cette cérémonie marque un tournant dans l'histoire déjà riche entre Haïti et les Nations Unies. Depuis 1945 et la création des Nations Unies, donc Haïti est un membre fondateur. L'histoire d'Haïti et des Nations Unies s'est construite conjointement. C'est une histoire longue et comme dans toutes les relations, il y a des bas et des hauts. Ensemble, nous avons surmonté des épreuves immenses. Ensemble, nous nous sommes relevés et ensemble, nous avons œuvré pour offrir à Haïti des jours meilleurs. Le cadre de coopération qu'on signe aujourd'hui est une nouvelle étape dans notre histoire commune. Ce document démontre que malgré les difficultés et multiples crises qui traversent le pays, nous pouvons élaborer une vision commune et ambitieuse pour le pays. Merci. Au lieu de limiter nos capacités et de nous faire paralyser, la situation extraordinairement difficile dans le pays doit au contraire nous inspirer et nous encourager à agir plus et mieux ensemble dans la même direction. Dans cet esprit, je suis ravie de compter sur la présence de Maria Isabel Salvador, qui a récemment pris ses fonctions en tant que représentante spéciale du secrétaire général et chef de BINU ici en Haïti. Son arrivée dans le pays, qui coïncide avec la mise en place de notre nouveau cadre de coopération, est un symbole fort quant au renouveau nécessaire afin de réellement transformer notre action commune. Les Nations Unies réaffirment aujourd'hui notre volonté et engagement continu pour accompagner Haïti sur la voie de développement durable, main dans la main avec le gouvernement, les institutions publiques, nos partenaires nationaux et internationaux, le secteur privé, la société civile et le monde culturel, académique et syndical. Je suis d'ailleurs enchantée de noter la présence de tant de nos partenaires dans cette salle ce matin. Menampil Chaipalu. Ce nouveau cadre de coopération servira de référence pour l'équipe pays des Nations Unies afin que nous puissions mieux appuyer la mise en œuvre des priorités nationales et contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon de 2030. Le document est le fruit d'un travail conjoint considérable dans les circonstances difficiles. Je souhaiterais ainsi féliciter et remercier
chaleureusement le ministre de la Planification et de la Coopération externe et son équipe pour leur leadership et la collaboration pendant tout le processus d'élaboration du document. Je tiens également à remercier les institutions et personnalités qui ont fait partie du groupe de référence multi-acteurs et contribué aux grandes orientations du document, ainsi que toute l'équipe de pays des Nations Unies, les chefs d'agence, pour ses efforts et son engagement. Et bien sûr, je souhaite également exprimer mes sincères remerciements à mon équipe pour leur travail collectif remarquable au cours des derniers mois. Mesdames et messieurs, nous le savons, la situation humanitaire, sécuritaire et en matière de développement durable dans le pays ne cesse de s'aggraver. Les crises actuelles sont la conséquence directe des déficits de développement en Haïti et les retards à combler sont conséquents. Ces retards traduisent l'urgence et la nécessité pour nous tous de travailler autrement en Haïti. Dans ce contexte, le cadre de coopération renforce notre approche commune basée sur l'appui mutuel entre la paix, la sécurité et le développement durable. Le document établit en effet des parallèles clairs entre la nécessité de répondre aux besoins urgents et vitaux des Haïtiens et des Haïtiennes et l'importance d'attaquer aux causes profondes des maux dont souffre le pays. Donc, ça veut dire qu'il nous permet à répondre aux besoins immédiats, mais sans perdre le vue des causes profondes et la vision de moyen et de long terme. Non, le récent lancement du plan de réponse humanitaire pour l'année 2023 s'inscrit d'ailleurs dans cet esprit et fait de notre cadre de coopération un document unique. Non seulement ce dernier coïncide avec le lancement du plan de réponse humanitaire, mais il est également un plan stratégique pour une meilleure intégration de nos piliers politiques et portant sur la paix et le développement durable, comme en témoigne la signature de la représentante spéciale du secrétaire général et chef de BINU, en plus du gouvernement et de l'équipe de pays. Le cadre de coopération nous oblige également à renouveler notre stratégie de partenariat et de mobilisation de ressources pour remettre Haïti sur le chemin du développement durable. À ce titre, le cadre de coopération est non seulement un document de référence pour l'équipe de pays, mais également un cadre de partenariat et de responsabilité entre le système de développement des Nations Unies et le gouvernement, ainsi qu'un engagement envers le peuple haïtien, notamment les femmes, les jeunes et tout groupe en situation de vulnérabilité, exclu et marginalisé. Mesdames, Messieurs, nous entrons désormais dans la phase de mise en place du cadre de coopération. Nous avons un document de référence, place maintenant au travail. L'heure est la mobilisation. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Les enjeux sont trop importants. Les crises que le pays traverse doivent résonner en nous comme un appel à agir, avec détermination et urgence. Continuons de faire de nos valeurs notre leitmotiv, à savoir le principe de ne laisser personne de côté, l'approche de développement fondée sur les droits humains, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et la résilience. Nous ne pouvons en revanche avancer seuls. Nous devrons compter sur tous nos partenaires. J'appelle ainsi chacune et chacun d'entre vous, d'ici présents, représentants du gouvernement, de la société civile, du secteur privé, du monde académique, culturel, ainsi que tous ceux qui n'ont pu être là à nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons également besoin des jeunes et de leurs compétences, leur espoir et leurs énergies afin de garantir demain une Haïti plus prospère pour tous. Haïti est un grand pays avec une grande et fière histoire, une source d'inspiration pour le monde. Depuis mon arrivée en Haïti en juin dernier, je n'ai eu de cesse d'être inspirée par le courage et la résistance et résilience des Haïtiens et des Haïtiennes que j'ai eu le privilège de côtoyer, tout en demeurant humble devant l'ampleur de la tâche à accomplir.
La fierté et l'espoir des communautés que je rencontre me rendent plus que jamais déterminée à les accompagner. Dialoguer avec un groupe de jeunes de Cité Soleil qui me confiaient leur envie de pouvoir rêver de nouveau. Ce sont des musiciens, des sportifs, des artisans, des chanteurs, des étudiants qui n'aspirent qu'à recevoir une opportunité, d'avoir une opportunité pour assurer leur avenir, pour pouvoir réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, les Nations Unies s'engagent à leur côté, ainsi qu'aux côtés de chaque Haïtien et Haïtienne, afin de permettre au pays de retrouver ces opportunités une fois pour toutes, de ne laisser plus personne pour compte. Ma petite tout le monde, merci en pile. Général des Nations Unies, collègues ministres et secrétaires d'État, Monsieur le chef de cabinet du ministre de l'Intérieur représentant le ministre à cette cérémonie, Madame la coordonnatrice résidente et humanitaire des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs accrédités auprès du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants d'agences des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les représentants d'agences bilatérales et multilatérales, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de la fonction publique, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames, Messieurs les représentants des universités du monde académique et culturel, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur syndical, Mesdames, Messieurs de la presse écrite, parlée, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Au nom du gouvernement de la République, je salue l'arrivée en Haïti de la nouvelle représentante du secrétaire général des Nations Unies, Madame Maria Isabel Salvador, à qui je souhaite la plus cordiale bienvenue. La dynamique du changement dans la vie humaine oblige que les gens se succèdent pour assurer la continuité ou pour insuffler une nouvelle ère. Madame Salvador remplace donc à ce poste Madame Lalime. Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, je vous souhaite du succès dans votre nouvelle fonction en Haïti. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous accueillir pour votre première participation à un événement d'une grande importance pour le gouvernement, celui de la signature et de l'adoption du nouveau plan cadre de coopération 2023-2027 des Nations Unies pour le développement durable en Haïti. Mesdames, Messieurs, nous avons pris du temps avant de parvenir à cette étape. Beaucoup d'efforts ont été consentis également pour en arriver là, et ce, pour dire que nous avançons lentement, mais sûrement. À cette occasion, je voudrais remercier à nouveau la coordonnatrice résidente et humanitaire du système des Nations Unies pour son accompagnement durant cette phase d'élaboration du nouveau plan cadre de coopération. Je remercie également l'équipe technique du bureau de la coordonnatrice résidente qui, avec la collaboration des agences des Nations Unies, a été très laborieuse et performante en produisant ce document de qualité qui reflète les aspirations de tous ceux qui ont pris part à ce processus. Mes remerciements s'étendent aussi aux institutions étatiques, aux organisations de la société civile et du secteur privé qui ont rendu possible la concrétisation de cette phase aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, la cérémonie du jour ne répond pas seulement à un exercice de signature et d'adoption du nouveau plan cadre de coopération 2023-2027 des Nations Unies pour le développement durable en Haïti. Il s'agit d'un acte d'engagement du système des Nations Unies à l'égard du peuple haïtien, auquel s'associe le gouvernement dans son ensemble.
Tous les acteurs de la vie nationale ont participé au processus ayant conduit à l'adoption officielle de ce document. De concert avec l'équipe du bureau de la coordonnatrice résidente, 2 ateliers successivement réalisés ont réuni les représentants des institutions étatiques, du secteur privé des affaires, des ONG locales, du monde académique et culturel, du secteur syndical, des personnes à mobilité réduite et marginalisées et de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Pas moins de 21 représentants d'agences des Nations Unies vont eux aussi signer et endosser ce nouveau plan cadre de coopération avec le gouvernement haïtien. Cela témoigne une forte adhésion à cet instrument de coopération qui, j'espère, va opérer un tournant décisif en termes d'appui à un processus de développement inclusif en Haïti. Mesdames, Messieurs, sensibles aux conditions difficiles auxquelles fait face la population présentement, le gouvernement vient de lancer un programme d'apaisement social dont le coût s'élève à 21 milliards 600 millions de gourdes. Ce programme est mis en œuvre sous le leadership du ministère des Affaires sociales et du Travail, avec la participation de plusieurs autres ministères. Il y a environ 2 ans, la péninsule sud a été ravagée par un tremblement de terre. Eu égard aux dégâts enregistrés et aux promesses faites, on est encore loin de satisfaire les besoins exprimés en guise de réponse. Le plan de relèvement intégré de la péninsule sud, PRIPS, mis en place par le gouvernement suite au PDNA, réalisé avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a reçu jusqu'à date un support financier limité de la part de certains coopérants que je remercie au nom du gouvernement. Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame la coordonnatrice résidente et humanitaire des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les représentants des agences bilatérales, multilatérales et des ONG internationales, par rapport aux besoins multiples auxquels est confrontée la population haïtienne, le gouvernement recommande vivement à ses partenaires de privilégier une approche complémentaire dans leurs interventions en vue de maximiser la satisfaction des couches les plus défavorisées et de ne laisser personne de côté. Nous devons tous être conscients des défis qui nous attendent dans la mise en œuvre de ce nouveau cadre de coopération qui invite à la mise en commun des ressources de toutes parts en vue de combler les brèches dues au retard accusé par Haïti vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Tout en mobilisant ses propres moyens pour répondre aux besoins de la population, le gouvernement compte énormément sur les impacts et les effets du plan cadre de coopération dont la mise en œuvre est tant attendue. Le budget estimatif du plan cadre de coopération est 2 381 582 $, dont 40% est disponible et 60% est à rechercher. Ce plan projette de réaliser 5 effets majeurs en termes de résultats. La gouvernance et l'état de droit, la justice et les droits humains, un modèle économique inclusif, des services sociaux de base, environnement, gestion des risques multidimensionnels et gouvernance territoriale. Le gouvernement est fermement engagé à vos côtés dans la poursuite de ces résultats. Les autorités sont bien conscientes de la nécessité d'une bonne gouvernance à tous les niveaux en vue de maximiser la satisfaction de la population. Toutefois, force est de reconnaître que la pratique de la bonne gouvernance nécessite à la fois de la volonté, de la capacité, des moyens et de la compétence. Vu l'état actuel de la situation que connaît la République d'Haïti, il est important de mettre en avant une coopération franche et juste entre les institutions locales et internationales
pour que l'implémentation de ce cadre puisse générer une externalité positive pour le pays en matière de renforcement de capacités. Mesdames, Messieurs les représentants des Nations Unies, les efforts tendant à la mobilisation de nouvelles ressources doivent se poursuivre de manière à assurer pleinement la mise en œuvre du plan 4 de coopération 2023-2027. Le gouvernement sera toujours à vos côtés dans vos démarches. Toutefois, la transparence qui aura caractérisé vos actions premières dans la gestion des ressources mobilisées enverra un signal fort à tous ceux qui tardent encore à s'engager ou à se manifester concrètement. Chers collègues du gouvernement, Mesdames, Messieurs les partis locaux, le document 4 de coopération suit les grandes orientations nationales et est aligné par rapport aux priorités nationales exprimées à travers le plan stratégique de développement d'Haïti, le plan national d'adaptation, la feuille de route des objectifs de développement durable ainsi que son plan d'action adopté par le gouvernement en Conseil des ministres. Vous êtes bien ancrés dans le processus dès le départ et je vous invite à y rester pour le plein succès de la phase d'implémentation de cet instrument de coopération. Le pays devra en tirer profit et pour que cela devienne réalité, toutes les parties prenantes nationales et sectorielles doivent répondre aux maîtres mots suivants: implication, participation et appropriation. L'heure est grave. Les défis sont énormes. Nous devons nous embarquer tous dans ce processus pour le transformer en opportunité pour le peuple haïtien en général et les groupes les plus défavorisés en particulier. Ne pas agir avec célérité aujourd'hui nous fera payer une plus lourde tribut pour ce qui concerne les générations futures. Je voudrais, pour terminer, remercier les partenaires techniques et financiers et les assurer que le ministère de la Planification et de la Coopération externe fera de son mieux pour que le suivi stratégique de la mise en œuvre du plan 4 de coopération soit conduit de façon efficiente et efficace. Merci en pile pour attention nous. Un D à quoi c'est deux. Un D à quoi c'est deux. Alors ça qui c'est vraiment un on a un policier ou nos machines la police pour monter sous full sergent lié et puis et sécurité brave j'ai même policier pas épargné. Regardez combien de policiers qui mourent pile sous pile. Regardez dans Paris dans la pour quantité de machines la police qui viennent là. Nous disons ça, c'est un manque de dégâts, c'est un manque de respect. Eh bien, présence nous là, aujourd'hui, nous là, non seulement pour nous demander Ariel, pour remettre pouvoir avec peuple haïtien pour peuple haïtien, choisir monde qui est capable de porter solution à problème kidnapping, à problème de sécurité, pour policiers suspendre mourir, pour que peuple là lui-même suspende déporter dans le quartier l'habité, pour que petit bébé suspende calciner brûler, et nous là tout pour nous dénoncer ensemble des gens qui étaient dans la rue ensemble avec nous, comme André Michel, Rosemilla, Majorie Michel, Soel Yasset pour citer ça seulement, qui a manigancé yon bagay en bas pour venir faire élection bolette, sélection mélangée avec et capable de groupe armé pour arriver kembe tête pays a toujours. Nous avons une question pour me poser André Michel. M'a dit André Michel à Majorie Michel avec Ariel Henry, est-ce que vous pas mettre bureau dans panier pour peuple à voter comme donner au folie élection? Est-ce que vous pas mettre bureau dans Bel Air pour peuple à voter? Est-ce que vous pas mettre bureau de vote dans Delma 2? Est-ce que vous pas mettre bureau de vote dans la boule pour président Timakak? Est-ce que vous pas mettre bureau de vote dans la plaine
pour le mot sans jour quoi les bouquets. Est-ce qu'on va mettre Canaran? Est-ce qu'on va mettre la Tibonite? Qui élection on va faire là? Je dis à faut que le peuple la comprenne, moun sa yo, c'est un manigance, c'est un bagay y a manœuvrer, y a manipulé, une façon pour montrer moun qui yo veut faire, mais pendant qu'on connaît, yo pas qu'à faire élection, yo pas qu'à faire rien dans le pays, yo pas rien comme compétence et que jodi yo pas rien qui yo qu'à faire que tirer la révérence, retirer tête dans le pouvoir pour remettre peuple haïtien au pouvoir. Nous pays, nous cher, nous te disons au fur et à mesure, petit à petit, nous continuons, nous remobiliser et il faut que nous remobiliser la population. Parce que je dis, situation peuple là, misère, corruption, toute forme, toute qualité, dans le pays, nous venons multiplier sous deux populations. Et nous tous nous connaissons aujourd'hui dans le pays d'Haïti, dans le commencement de l'année 2023 seulement, nous dans la 4e année, dans l'année 2023, nous avons plus passé 25 policiers qui assassinés dans le pays. Nous avons plus passé 600 000 Haïtiens qui délogés, qui quittent la caillou. Et aujourd'hui, nous toujours dit, Ariel Henry, qui sont délinquants, ils voyous, ils mettent une langue méditerranée en face population, entre peuple là, avec une assiette manger. Ils mettent la même Méditerranée entre policiers avec commissariat côté pour y aller travail. Ils mettent la même Méditerranée entre Timoun avec l'école. Nous tous connaissons dans l'école, il y a rentré à kidnapper Timoun. Nous tous connaissons devant l'école, il y a rentré pour kidnapper puis parents avec petit chou. Nous croyons que aujourd'hui, nous dit c'en est trop. Nous dit trop sans couler en dans pays. Je dis Ariel sont irresponsables, Ariel sont incapables. Mais c'est ça que fait, nous toujours faire appel avec acteurs pour nous capables de combler ni vide qui n'a primature, ni vide qui n'a palais national. Parce que je dis Ariel pouvait, après 20 mois, il pouvait qu'elles sont irresponsables, il pouvait qu'elles n'ont pas aucune décision qu'elle est capable de prendre pour mener le pays ça à bon port. Toute décision qu'Ariel prend, c'est dans tout, il continue de plonger nous. Toute décision Ariel prend, c'est massacre qui fait sur la population. Toute décision Ariel prend, c'est celle force qui légitimement dans le pays, celle force sécurité que nous gagnons, qui c'est la police nationale. C'est eux-mêmes qui ont assassiné, c'est eux-mêmes qui ont humilié. Et bien je dis à nous-mêmes, comme nous qui fait politique, comme nous qui boumé, nous disons non, c'est trop bâtard, faut qu'Ariel baille pays. Nous croyons que nous-mêmes c'est ça que nous continuons à demander, c'est ça que nous continuons à chercher, jusqu'à ce que nous capables de jouer départ. Mannequin plastique qui Ariel Henry parce que sont voyous, sont délinquants, sont irresponsables, sont incapables. Je ne sais pas la population haïtienne qui a continué, font délinquants, font voyous. Tant qu'Ariel. On vient dire que nous t'ai annoncé. Ça veut dire que nous pas monde qui a annoncé pour le monde venir nous pas là. Donc nous là matin c'est juste pour que nous disions peuple haïtien Ariel pas gain autorité, capacité, moralité pour que lui organise l'élection dans le pays. Nous venons pour que nous disions peuple haïtien, nous devons faire une chaîne de solidarité pour que nous retirions le pouvoir dans Ariel. Nous là pour que nous disions peuple haïtien, si nous croisons bras nous à garder dans une année, 2 ans encore, nous pas bien pays. Donc je dis que nous félicitons l'organisation que nous voyons là en grande quantité, comme vous remarquez ça tout. Et demain nous appelons encore. Et après ça, mercredi, nous avons un gros autre rassemblement à faire devant l'ambassade de France. Une ambassade impérialiste. Je dis, il y a des personnalités que nous là, que nous avons plusieurs personnalités qui là qui viennent supporter le mouvement. Et demain, si nous attendons plus de personnalités. Bien entendu, personnalités qui respectent tête. Personnalités même qui acceptent manger une patate avec la famille sans que yo pas dans vol, sans que yo pas dans distribuer des armes par bandit. Je dis que nous là, nous continuons à goumer jusqu'à ce que Ariel quitte le pouvoir, Ariel aille en prison. Et nous avons profité pour que nous disions pays impérialiste qui ça Haïti fait qui fait aujourd'hui yo a supporté bandits dans le pays. Yo a supporté gens qui passent rien dans le pays. Que nous-mêmes, nous là, nous avons jusqu'à ce que nous joignions par Ariel. Merci. Eh bien, nous connaissons présence déjà, depuis la mobilisation, nous-mêmes au niveau de la Station pour la démocratie FND, qui créé à partir du MOPOD. Le MOPOD connaissant la dynamique de mobilisation et me représenter officiellement le MOPOD à l'intérieur du FND, Force nationale pour la démocratie. Depuis la mobilisation a fait, on sitting a fait, il est clair. Il y a une revendication clairement exprimée. On a besoin de patriotes conséquents,
démocrate conséquent, moun qui a sensibilité populaire qui toujours à côté peuple à là. Par exemple, les différentes revendications, yo clair. Yo dit pas de sécurité dans le pays. Yo dit on veut sécurité. Yo dit pas qu'aucune institution qui fonctionner. Yo dit pas qu'un gouvernement responsable. Yo dit peuple pas manger même une fois par jour. Yo dit peuple pas déplacer dans zone en l'autre. Pas de libre circulation faite dans le pays. La vie n'est pas vivable. Eh bien, yo dit toute bagaille ça yo qu'on y a pas un citoyen comme si m'takadou qui ont appartenance avec la population pas présent. Nous présent vinn supporter des masses dans l'esprit pour réorganisation de la mobilisation, pour réorganiser planification de la mobilisation et ça nous présent dans ce sens ça pour nous voyer des messages très clairs, respect là, nous pas arrêter pour nous croiser bras non, comme si nous attendons qu'atombe la cap fini. Non, c'est pour nous camper debout pour nous affronter des difficultés en face. Yo très clairement exprimé là 22 mois après exécutif monocéphale qui a bilan négatif. Pas de gouvernement mes amis. C'est ça yo dit là. Yo besoin de nouvelle gouvernance. Nouvelle gouvernance là, Ichita, faut un président, un premier ministre qui pour prendre pays en main pour nous faire une transition réussie pour toute institution Chita pour nous gagner élection de façon périodique, de façon régulière. Monsieur Galopé non ça marque pas en place. 22 mois le va faire. Alors, faire conseil électoral en Haïti dans condition pour le moment pas veut dire non. Pas de conseil électoral match à sacté là. Yo t'es 9 bandits là qui dans conseil électoral là. Yo pas son quantité de mois. Yo va faire élection. Yo gaspiller l'argent mais ça me tente de parler qu'on y a. Gagner une consultation qu'a fait dans mi-temps ensemble des citoyens pour aller déposer plainte pour 9 personnes qui étaient là pour faire élection qui là mais pour aller faire explication. Donc monter conseil électoral pour nous-mêmes son projet chimérique lié. Parce que Ariel pas inspirer confiance dans la population, dans la société. Si pas inspirer confiance, ou pas organiser l'élection. D'ailleurs, lorsqu'on pouvoir organiser les élections, c'est pour les partis politiques, pour la classe politique haïtienne. Bon, classe politique là, en majeure partie, en grande partie, contester même présence, monsieur. Donc, il dit, nous ne sommes pas inspirer confiance. Pas de personne qui va l'engager dans le processus politique, dans le processus démocratique, bâclé. Pas ça. On va planifier. Pas de sécurité, pas aucune condition derrière, pas rempli. Pour même parler de processus électoral, je vais donner 3 exemples. Si Ariel croit dans ça, c'est pour Michel faire une conférence dans le bicentenaire, dans le côté bureau là, pour le camper dans l'area, pour faire une conférence, il dit livre l'élection. C'est pour Michel Gravine comme Premier ministre pour l'annoncer la faire élection. C'est pour Michel dans 400 Maroso pour la faire élection, pour la dire livre l'élection. C'est pour l'aller dans Jacques, dans côté, dans Fort Jacques en l'air, côté à persécuter pour dire. C'est pour l'aller peigner. Côté à persécuter mon yo dans base vite l'homme qui dit c'est pouvoir par là pour la dire déclarer une élection et à partir de ce moment le fin fait ça et tout va passer bien pour nous on dit mon processus électoral. C'est pour la Latibonite là quand il est rivière dans côté gang ça vient pour la déclarer dans base gang là même livrer élection faite livrer élection libre démocratique. M'a conclu me dit non régime dictatorial là faut mettre ça. Pas qu'un bail qui a rapport avec démocratie, avec constitution qu'a fait là, non? Comment un dictateur commande pour mal dans l'élection démocratique? Ariel Baham candidat même pour Kazek. Il faut commencer à dire ça. Nous face à un régime dictatorial qui ne respecte aucun droit et liberté citoyen pour exercer. Merci.
Tendez à quoi c'est deux. Assassinés dans l'exercice de leur fonction le dimanche 9 avril 2023. En cette pénible circonstance, je voudrais m'adresser aux membres des familles disparues pour leur présenter les plus sincères condoléances de toute l'institution policière et pour leur affirmer une fois de plus tout le soutien de la PNH, et spécialement le recommandement qui veillera au respect des dispositions de l'arrêté relatives aux indemnisations des policiers victimes. Permettez-moi également d'étendre mes mots de sympathie à tous les policiers et l'ensemble du corps social haïtien. Qu'il soit une certitude pour tout le monde que la mort de ces policiers, loin de saper le moral des groupes et d'ébranler les assises de l'institution policière, au contraire, a servi de sel pour nourrir l'arbre du combat pour la sécurité, la paix, la tranquillité publique et la justice de toutes et de tous, pour notre ici que nous chérissons. Dans cette optique, nous poursuivrons sans relâche notre lutte ardue contre les gangs et leurs complices pour que justice soit rendue. Oui, justice doit être rendue à tous les policiers tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Justice doit être rendue à tous les professionnels et autres membres de la population victimes des actes de barbarie des grandes affaires criminelles. Dans cette circonstance spéciale, le recommandement de la PNH, fidèle à son devoir et reconnaissant des sacrifices consentis et du service rendu à la nation, a décidé la promotion à titre posthume, conformément à la loi, des policiers Pierre-Paul Junior Dorsey, au grade d'agent 3, l'agent Robinson Nicolas, au grade d'agent 3, Médès Cortinier, Claude, au grade d'agent 2. Un petit parent policier assassiné. Et la police a fait un seul avec nous. Demandez-nous pour prendre l'autre. Nous sommes victimes. Un petit parent policier qui est victime, la police a fait un seul avec nous pour supporter le moment difficile. Pour supporter le moment difficile. Comme nous remarquons, au moment où travail sur les règles accompagnées par le groupe de CDCP. C'est à cette raison que nous
devons moins ça dans la vie, par un policier, comme un policier. Nous devons nous policiers, nous devons considérer que nous payons, que la paix, la sécurité, la parole de l'État. Mais où ça fait? Où ça fait? Il va arriver seulement à la police nationale de il va plus chaque nous de la somme. Le monde qui va la presse, le gouvernement, le monde de secteur politique, le monde qui va l'économie, que nous travaillons ensemble pour que nous ayons ici meilleur que aujourd'hui, que tout le monde évolue. Maintenant, les populations continuent de croire dans la police, parce que nous pouvons pas regarder la police population. La police reste à priver à développer la situation de l'État. On va mettre ensemble, pour nous battre ensemble. Je crois que c'est le moment. Il y a des vidéos nous, et pas nous. Et pour 15 quoi bien venir? C'est ce qu'on a la Cali, oui. Même si le pays n'a pas de foi pour lui. D'abord, ça mourir qu'on a une balle de Ariel qui peut parler matin. Ça va faire pour nous. Ça va faire pour nous. Vous va pas si pas nous, vous êtes venus pour 15 copes. Et vous êtes venus pour 15 copes là. La prendre pour on mouton là. La prendre pour sur la gueule là on mouton là. Nous faisons finir nous pour faire une cérémonie. Nous devons grâce voler, notre pays. On crase pays. Parce que nous n'avons pas de ce que policiers. On vole. Policiers ont besoin d'importance. Quittez la police. Yo fait figure, yo dit à venir par messieurs belle cérémonie. Dimanche c'est la pluie passer sous messieurs en l'air. On vole. Nous fait figure nous dit là.
Monsieur, la police est à nous. Donc il a le sentiment, monsieur. Monsieur, il a le sentiment, Présence, je voulais dire ça, c'est que nous venons rendre un dernier hommage à 3 collègues policiers nous connaissons qui étaient morts dans la zone Thomasin. Dimanche qui c'était 9 avril 2023, côté que monsieur a fait patrouille sur Grand Axe et puis il a pris une embuscade là pour la 3 policiers qui mourent. Et bien, ce Sénapor là, c'est pour nous venir rendre un dernier hommage avec les policiers. Nous connaissons qui mourent dans les conditions que yo a mourir là. Dans 3 mois et demi, il y a 22 policiers déjà morts en bas Balbandi pour l'année 2023. C'est encore trop. Qui donc nous croyons que le discours doit changer par rapport avec les gens que les policiers ont continué à tomber. C'est comme si ça qui a passé là, il ne peut pas dire rien. C'est comme si les policiers ont tombé ou pas attendu gagner un cri qui lancé bon côté autorité pour dire c'est trop pas trop policiers tombés trop. Et je dis à la clair que les policiers ont tombé, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, ce n'est pas 4, ce n'est pas 5. Et donc moi-même, je souhaite que il y ait des décisions qui prennent pour permettre que non seulement les policiers tombent, mais pour permettre que la population en général continue victime. Les policiers ne peuvent pas continuer à tomber, c'est que chaque jour, un policier a tombé et c'est un enterrement policier. C'est en fait, nous ne pouvons pas comprendre qui ça a passé. Pendant ce temps, l'autorité, par exemple, ne dit rien. Nous avons CSPN, nous avons un chef primature, nous avons un chef et au niveau ministère intérieur qui pas jamais dit rien par rapport avec ça qui a passé là. Qui donc c'est trop partout. Nous-mêmes au niveau Sénapor, nous croyons que les policiers doivent suspendre mourir et il faut que les policiers assument responsabilité. Est-ce que les policiers ont croisé pour quitter que y a mourir et en série comme ça? Si on connaît qui ça a fait pour protéger tête parce que nous venons estimer que nous-mêmes qui là pour garantir l'ordre dans le pays, nous plus en sécurité par rapport avec une série de monde. Donc nous croyons que faut que les policiers assument les responsabilités pour permettre que ils continuent à mourir dans ces conditions ça. Bon, moi-même pense que nous souhaitons ça parce que le directeur général de la police là, il fait déclaration. Nous toujours dit que nous prenons au mot par rapport avec la déclaration qu'il fait. Il fait connaître que la direction générale de la police a fait tout suivi. Il y a beaucoup de parents policiers. Nous-mêmes au niveau Sénapor, puisque nous sommes en contact avec parents policiers, nous parlons pour nous regarder tout pour nous. Est-ce qu'effectivement, il y a un suivi qui est fait et nous souhaitons que la direction générale de la police a fait suivi vrai, il campe beaucoup de familles policières. Tendez à quoi c'est deux.